Super, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on parlait de partage. Bienvenue au Salon du Carrefour Immobilier, donc un salon de partage, hein. Vous voyez, nous, on est une équipe, donc on aime partager ensemble. C'est un salon de discussion aujourd'hui. Donc, il n'y a pas uniquement Jacques ou uniquement moi qui va parler aujourd'hui. On va avoir une discussion tous ensemble. On va avoir une intro, une période de questions. Et puis, en général, le salon est en deux parties. La première partie, on va parler de vos défis. Et la deuxième partie, on va vous montrer des exemples de réalisation. Donc, vous l'avez tous déjà fait, donc félicitations, hein. On vous demande d'allumer vos caméras parce que comme indiqué, hein, c'est un salon de discussion. On a envie de partager avec vous, on a envie de discuter. Ce n'est pas une présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de vos défis en prospection et puis on va parler surtout comment faire des transactions à répétition. Et surtout, la thématique aujourd'hui du salon, on va parler des ventes pour taxes. Parce qu'on a fait quelques transactions de vente pour taxes dernièrement, puis on avait envie de vous partager notre expérience dessus. Vous verrez que des fois, c'est des dossiers qui sont très, très, très intéressants. Donc, avant de commencer, pour le bénéfice, il y en a quelques-uns que je ne connais pas aujourd'hui. Je crois que Gabriel, Sébastien, c'est la première fois que vous venez nous voir. Enfin, je n'ai pas souvenir que vous avez participé déjà à nos salons de discussion. Donc, pour le bénéfice de tous, on va vous présenter qui est le Carrefour Immobilier. Carrefour Immobilier, la mission du Carrefour, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. Donc, c'est notre mission principale. On est prêteur privé hypothécaire. Donc, on fait des prêts contre des garanties hypothécaires. On est spécialiste en sauvetage immobilier. Et on a une équipe de prospection qui va pouvoir vous assister si vous trouvez dans vos transactions. Donc, aujourd'hui, on va parler de sauvetage immobilier, hein. On ne va pas parler de multi, on va parler de chalet, on va parler de terrain, on va parler uniquement de ce qui nous intéresse, qui est le sauvetage immobilier. Le sauvetage immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est des avis de 60 jours, des ventes pour taxes, des hypothèques légales et des prêts intérêts à haut taux. Donc, on va surtout évoquer le fait de comment les transactions à répétition. Parce que la plupart d'entre vous, si vous faites de l'immobilier, c'est que vous voulez certainement vivre dans l'immobilier, vous libérer financièrement via l'immobilier. Donc, pour se libérer financièrement et vivre de l'immobilier, ce n'est pas acheter une seule transaction et vivre dessus. C'est en général très, très rare de faire ça. Pour pouvoir vivre de l'immobilier, il faut développer le muscle de savoir faire plusieurs transactions. Et là, du moment où vous allez pouvoir être en capacité de faire plusieurs transactions par année, voire même plusieurs transactions par mois, je vous souhaite d'arriver à ce niveau-là, vous verrez que là, c'est beaucoup plus simple de vivre de l'immobilier. D'accord? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander d'aller à vos agendas, hein. On fait des ateliers régulièrement. On fait ça une fois par mois. On fait des ateliers qui sont dédiés à la prospection. On fait ça à l'Université Sherbrooke, au campus de Longueuil. Donc, on a deux dates qui s'en viennent. Le 16 mai, de 18h à 21h30. Il y a une heure sur ma diapo. Ce n'est pas 21h, 21h30. Donc, le 16 mai et le 13 juin. Donc, c'est les deux prochaines dates qu'on a à l'agenda. Durant ces ateliers, on va vous montrer nos méthodes de prospection, hein. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver des transactions et comment vous pouvez faire des transactions à répétition. C'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des deals sans compétition? L'immobilier, c'est un marché où il y a énormément de compétition. Donc, vous avez le choix de soit être avec plein de compétiteurs ou soit choisir une route où il y a un petit peu moins de compétition. C'est la route que l'on choisit nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire des transactions sans compétition? Et puis, on va vous donner également une liste de leads qui est extrait de notre logiciel, notre intelligence artificielle que l'on développe qui s'appelle Willy. Donc, on a développé, nous au Carrefour, on travaille en équipe, hein. Notre but à nous, c'est de travailler en équipe et de développer notre équipe et de se dupliquer, hein. On fait ces ateliers, on a créé une équipe pour que Jacques et moi, on se duplique, donc pour faire plus de transactions. Si on vous montre comment faire et qu'on vous montre comment le faire avec nous, vous allez avoir le goût de le faire avec nous. Donc, ça va nous permettre de faire tous ensemble plus de transactions. Donc, on a développé un logiciel qui s'appelle Willy qui vient scanner le registre foncier. Donc, ce n'est pas des deals qu'on achète sur mon prospecteur, ce n'est pas des deals qu'on achète sur JLR où il y a énormément de compétition. C'est des deals que l'on extrait nous-mêmes, d'accord, du registre foncier et on vous donnera à l'issue de cet atelier donc 10 leads exclusifs, des leads où il n'y a que nous qui l'avons sorti pour vous permettre de travailler des transactions dans notre niche et vous aurez un partenaire dédié au Carrefour qui pourra vous aider à qualifier et à closer la transaction. Donc, c'est un atelier qu'on fait une fois par mois, hein. On fait un petit prix à 359 $ taxes incluses. Donc, le but pour nous, ce n'est pas vendre des ateliers, ce n'est pas là-dessus que l'on gagne notre argent. Nous, on gagne notre argent lorsque vous faites des transactions avec nous. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc, à la base, on fait ça pour notre équipe.
Donc, notre équipe, on est déjà une dizaine de personnes et on va avoir quelques places ouvertes, donc peut-être 4-5 places. Si vous êtes intéressé de venir voir ce que l'on fait, on aura quelques places d'ouvertes si vous voulez venir. Donc, c'est limité à 15 personnes. Vous allez voir, ça se remplit très, très vite. Les derniers ateliers qu'on a fait, on a fait salle comble. On est tout le temps salle comble parce qu'on ne prend pas plus de 15 personnes parce que pour favoriser l'enseignement, bah, c'est important qu'on soit un petit groupe parce qu'on va faire des jeux de rôle. On va vous faire pratiquer la prospection en salle et vous allez être mieux préparé à la pratiquer par la suite sur le terrain. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, rendez-vous sur le lien ici, carrefourimmobilier.ca/calendrier. Réservez votre place. Les prochaines dates arrivent très bientôt. Super. Donc, comment faire les transactions à répétition? Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, on arrive sur la première période de questions qui est sur la première partie. Donc, durant cette première période de questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez nous faire part même d'un défi que vous avez, un défi en prospection. Et puis, le but de cette première partie, bah, c'est de répondre à vos questions et puis vous aider à résoudre ce défi de prospection. Voilà. Donc, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait parler d'un défi qu'il a particulièrement en prospection? Alors, Parlez pas tous en même temps. il y a beaucoup de Je vais y retard. aller, Raphaël. Vas-y, Gabriel. En fait, présentement, le défi que j'ai actuellement, c'est sûr que je fais mes recherches et tout ça. Avec les taux qui sont quand même assez élevés présentement, c'est sûr qu'on trouve pas mal de deals sur le marché actuellement. On le voit. La seule chose que je trouve comme défi actuellement pour moi, dans mon cas, moi, peut-être parce que j'ai pas toutes les autres connaissances, c'est justement lorsque j'arrive à parler avec la banque pour refinancer un autre immeuble, pour aller chercher de la liquidité pour la mise des fonds, etc., etc. Je pense que c'est pas mal des gens qui ont présentement le même défi. Donc, pour moi, c'est présentement le défi que j'ai actuellement. Là. Justement, j'ai parlé avec la banque hier, puis on est en train de faire un suivi là-dessus pour aller chercher de la liquidité dans un de mes immeubles, mais les ratios, il est fermé pas mal. Il est pas mal tight. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte quel type d'immeuble tu achètes? Est-ce que c'est du résidentiel? Est-ce que c'est du commercial? Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu en contexte sur ce Oui, que c'est ça. Ben, en fait, présentement, j'ai un 4 et puis un duplex. Et je viens tout juste de commencer. Puis là, j'essaie d'aller chercher un 6. Donc, c'est vraiment sur ça là, que je m'aligne présentement. Là. Donc, c'est vraiment là pour aller chercher, pour aller refinancer un de mes immeubles présentement, qui est avec un très bon taux, parce que c'est un taux que j'ai pris lorsqu'il y avait le COVID. Pour aller le refinancer, là, ça change le tout. Là. C'est vraiment énorme là, quand même. Fait que je préfère comme laisser ça là en stand-by, mais en même temps, j'ai quand même une pas pire liquidité que je peux aller chercher pour aller racheter quelque chose d'autre présentement avec le marché actuel, là, qui est très bon quand même. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu veux refinancer tes résidentiels pour acheter du commercial, c'est ça? Non, non, non. Ben, en fait, oui, là, c'est ça, ouais. Refinancer du résidentiel pour aller Disons que les chercher banques du commercial. ne sont pas très chaudes à prêter par les temps qui courent. Hein? Excuse-moi, Jean? J'ai dit, avec les incertitudes économiques que nous avons aujourd'hui, les banques ne sont pas très, très chaudes à prêter. Donc, les règles sont plus sévères. Les taux de qualification sont plus élevés. Et ça devient un peu plus compliqué. Par contre, dans le commercial, ça ne devrait pas être un vrai problème si ton projet est très rentable. Peut-être que je m'orienterais plus dans le commercial. C'est-à-dire des immeubles multilogements ou des immeubles à bureaux ou des commerces ou des choses comme ça. Oui, non, c'est ça. Ça serait l'idée. Le problème revient où justement, j'ai du résidentiel à refinancer pour aller chercher de la liquidité. Donc, Ouais. c'est vraiment là. Parce que là, présentement, le taux qu'on avait hier, c'était du 7,19 pour une qualification. Ben Donc, oui, bien sûr. c'est quand même assez élevé. Là. Mais là, c'est temporaire. Je pense que c'est temporaire. Du moins, j'espère que c'est temporaire. Mais Je l'espère aussi. mais si on regarde dans l'historique du passé, là, il n'y a pas encore si longtemps, quand on avait des taux à 5 c'était très bas. Je me rappelle même à un moment qu'il y avait un premier ministre du Canada qui s'appelait Stephen Harper, qui voulait même à un moment passer une loi pour interdire aux banques de prêter en bas de 5 Il ne l'a pas mis. S'il l'avait mis, ça serait topé à 5 et puis, je peux vous dire que ça n'aurait pas permis une flambée des prix comme on a eu récemment. Ouais. Voilà.
Et là, ce que vous vivez aujourd'hui, ben, profitez-en parce que ça n'arrivera pas tout le temps dans toute votre vie. Des petits taux d'intérêt comme ça, c'est super génial. Moi, j'ai refinancé pendant la COVID un 5 ans à 2,09 en fixe, tandis que tout le monde prenait du variable et je suis très, très, très content d'avoir fait ça. Ouais, c'est évident. Ça fait un tout petit paiement que j'ai amorti sur 30 ans et je suis très content d'avoir cette dette et je ne suis pas pressé de la payer. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont venus pour parler aussi des ventes pour taxes? Parce que c'est la saison des ventes pour taxes. Est-ce que vous êtes au courant de ça, là? Est-ce que vous avez lu votre journal? Je ne sais pas si vous avez mis sur votre affiche un petit logo, pas de publicité puis pas de journaux, là. Si vous avez mis ça, vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte à mal, mais moi, je ne l'ai pas mis. Et comme j'habite dans le coin de Sorel, ben, on a reçu une pleine page avec un avis public, puis avec toute la liste des propriétés qui sont en vente pour taxes. Est-ce que vous les avez vus, ça? Ah, OK. Petit bijou. C'est un petit bijou, cette page-là, dans le journal. Elle sort juste une fois par année. Ben là, c'est le premier avis. Pour ça, on va ressortir un deuxième avis. Dans le deuxième avis, ben, ça va enlever tous ceux qui ont payé leurs taxes. Et pourquoi les prospecteurs ils ne prospectent pas les ventes pour taxes? Avez-vous une idée? On a une main levée. On a une main levée. Alors, vas-y, c'est Sébastien, c'est ça? Oui. Vas-y. Le journal, c'est-tu un journal de quartier? Parce que à Sorel, c'est le journal de Sorel, mais tu sais, moi, j'étais à Montréal. C'est-tu dans le journal Montréal ou ça va être dans le journal de quartier, genre de Ben, à Rosemont, Montréal, puis c'est simple. Il d'Huntsic, puis s'agit d'aller sur le site. Ben, vous l'avez dans les journaux, puis vous l'avez sur les sites Internet des villes. OK. Chaque ville a son site Internet différent et ce n'est pas tout le temps facile à trouver dans chacun, mais ça se trouve. Alors, vous écrivez avis pour taxes de paiement de taxes impayées, puis vous marquez le nom de la ville, bien, Google devrait vous ramener à quelque part proche de cette page-là et vous allez voir ce qui est publié. Sinon, je pense qu'il faut appeler, à la ville, puis il faut demander comment il s'appelle la personne qui prend toutes les notes à la ville, là? greffier. Le greffier. Le greffier a cette liste-là. Alors, je me rappelle, il y a 4 ans, là, avant la pandémie, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu à ce moment-là, puis j'avais pris le journal, puis j'ai commencé à prendre toutes les adresses et aller les voir une par une. Bon, en fait, je me suis arrêté à la première. J'ai cogné à la porte de la première et j'ai fait une transaction avec la première. Les gens là, qui ont un avis de taxe impayé, est-ce qu'ils ont un problème? Alors, on va juste prendre le punch, Jacques, juste avant, parce que je serais d'abord curieux d'entendre l'auditoire pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que ça vous dit, un avis de vente pour taxe? Comment est-ce que vous voyez ça? Tu vois sur le journal un avis de vente pour taxe, le client n'a pas payé ses taxes, 3 000 $. Qu'est-ce que ça vous fait penser? En fait, que la ville met sa propriété en vente OK. de manière légale, une fois que ça fait plusieurs fois qu'il faut payer ses taxes, donc que la ville prend possession de son immeuble pour le mettre en vente pour payer les taxes. C'est ça. Donc, la ville va mettre aux enchères la maison. D'accord? En général, il y a une date d'enchère avec une heure qui est publiée sur l'avis. OK? Oui. Moi, dans mon cas, c'est le 3 juin après-midi. Donc, c'est dans pas longtemps. Qu'est-ce que ça vous donne comme indication? Qu'est-ce que vous ferez, vous, avec ça? Je serais curieux de vous entendre avant qu'on vous livre ce qu'on a fait, nous. Parce que moi, je m'en vais dans 5 minutes, là, que on n'a pas le temps de le dire. Tu t'en vas dans 5 minutes, toi? Ah non, c'est une blague. Ah. On a Frédéric qui a levé la main. Vas-y, Frédéric. Oui, bien, c'est sûr que j'ai déjà essayé, moi, d'acheter pour vendre pour taxe. Puis, évidemment, je pense qu'ils ont un délai après, même après l'inscription, pour revenir payer leurs taxes et reprendre le bien, hein, si je ne me trompe pas. Oui, J'avais de la misère à ce côté-là, là, parce que bien beau aller à l'encan, mais on se ramasse une dizaine d'investisseurs immobiliers qui sont là avec du cash prêt à bouger. Puis, un moment donné, on fait une surenchère, puis même à ça, ils ont plusieurs mois par après l'achat de la maison pour revenir en arrière pour racheter. Fait que c'est un petit peu. C'est ce côté-là. C'est ça, ils ont 12 mois. Fait que c'est ce côté-là un peu que je manque un peu le in, savoir un peu comment faire. Là. Bon. La bonne nouvelle, c'est un très bon point. Coupe le fond. S'il te plaît, Jacques, on ne va pas donner de réponse pour l'instant. Je serais curieux de te poser quelques questions, Frédéric, si tu me le permets. Bien sûr. OK?
Toi, tu dis que tu as de la misère d'acheter la maison. Ben non, mais pas de misère à l'acheter. C'est que j'aurais peur que je fasse un move, puis 12 mois plus tard, je suis pris à la redonner au vendeur, à la revendre au prix des taxes ou le montant que j'ai payé. Là, fait que j'ai comme perdu du temps. Là. Si tu veux bien, on va juste inverser les rôles. Ouais. Imagine que, je te le souhaite pas, mais imagine que c'est toi qui as un avis de vente pour taxe. Ouais. Quelqu'un vient cogner à ta porte, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise, cette personne-là? Ben, qui va payer mes taxes puis qui fait une location achat. Par exemple, mais le but ultime, si je traduis un petit peu ce que tu veux dire, c'est que tu aimerais qu'il t'aide à garder sa maison. Exact, oui. D'accord? Est-ce qu'il est possible que le client qui est concerné par ce problème-là, bah, il a le même désir que toi, en fait, au final? Sûrement, oui. Et selon toi, ce serait quoi les solutions qu'il pourrait avoir pour l'aider à garder sa maison? Bon, prêteur privé ou nous-mêmes faire l'achat pour faire la location achat, j'imagine. Par exemple, est-ce que ce serait une piste d'approche qui serait plus séduisante pour ton prospect, pour qu'il ait le goût de t'écouter et faire la transaction avec toi? J'ose espérer que oui, mais je n'ai pas été au bout de la chose, fait que je peux pas Parce savoir. que il est évident que si tu te rends au moment où ça va juger la vente et qu'il y a d'autres acheteurs, c'est évident que ça va monter en enchère. Exact. Par contre, si tu es capable de régler le problème avant que ça arrive au moment des enchères, Oui, j'ai entendu ce que tu disais au début, là, fait que c'est ça qui m'intéresse, à savoir comment on va chercher l'info avant que ça sorte. il n'y a personne devant, tu vois. Bah, l'info, là, tu l'as, Jacques, te l'as montré tantôt. Ça veut dire que là, par exemple, Jacques, il a dans ses mains, il a un journal où Ouais. il y a des ventes aux enchères le premier ou le 3 juin, je sais pas ce que tu as dit là. Ben, à Sorel, c'est le 3 juin. Donc, il est évident que le 3 juin, c'est trop tard. Ça, c'est évident. Par contre, à partir d'aujourd'hui, si tu vas discuter avec des clients et que tu enclenches un processus pour l'aider à garder sa maison, il est peut-être possible qu'on ne se rende jamais jusqu'au 3 juin pour faire la vente et que ce soit closé avant, soit pour un sauvetage, soit pour un prêt privé, soit pour whatever, pour aider le client à garder sa maison, tu comprends? Ouais. Mais est-ce que vous comprenez le processus de comment ça fonctionne, les ventes pour taxes? Parce que quand on comprend ça, on comprend où est-ce qu'on peut intervenir. Exactement. Alors, vas-y, Jacques, maintenant, tu peux livrer un peu. Ah, là, j'avais tellement hâte. T'es excité, là. Ah. Non, mais les ventes pour taxes, moi, c'est mes préférés. Alors, c'est pour ça que je suis très excité, là. Donc, quand il y a une vente pour taxes, là, il faut avant ça que le propriétaire n'ait pas payé ses taxes. Puis des fois, c'est les taxes de l'année précédente. Ça fait déjà un bon moment. Puis, il y a du retard là-dessus. Et ces avis pour taxes-là, c'est un peu comme les policiers et les pompiers. Il y a des petits feux rouges dessus, là, tu sais, les petites cerises qui tournent, là. Ça donne quoi aux pompiers, aux policiers? Ça donne la priorité. Tu peux passer au feu rouge, tu peux pas brûler puis tu n'as jamais de contravention, tu peux toujours passer. Quand il y a un avis pour vendre pour taxe, là, ça passe en avant de l'hypothèque. D'accord? On est d'accord là-dessus? Moi, je suis créancier. J'ai une hypothèque sur la maison. Et puis là, il y a un avis pour taxe qui est mis en avant de moi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme créancier? Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme créancier, pour protéger ma créance? Tu vas t'en inquiéter un peu puis faire quelque oui, je vais chose. m'en inquiéter beaucoup. Je vais m'en occuper aussi, Gabriel. C'est une hypothèque Tu vas légale. le payer. Je vais la payer, exactement. Exact. Je vais payer la taxe. Une fois que je vais avoir payé la taxe, qu'est-ce que je vais faire, vous pensez? Vendre la maison. Non. La charger au propriétaire. Ou non, je vais lui envoyer un préavis d'exercice parce qu'il y a un défaut de ne pas avoir payé ses taxes, puis c'est moi qui ai été obligé de les payer. Là. Fait que, après, ce qui arrive, là, c'est que les gens, même s'ils arrivent à payer leurs taxes ou c'est la banque qui le paye, là, je vous le dis, vous avez encore du délai, là, ils sont encore intéressants, ceux-là, parce que là, la banque, elle va faire une prise en paiement. Vous le savez avant tout le monde qu'elle va avoir une prise en paiement. Si vous attendez que la prise en paiement soit publiée, vous allez avoir de la compétition, mais si vous y allez tout de suite, il n'y en aura pas de compétition. Exactement. On est d'accord? On parle juste de ça, de compétition. Moi, c'est
Je dors, je rêve à ça la nuit, la compétition, et je la coupe, je mets des coups de hache dessus, des coups de marteau. Je ne veux pas voir ça dans ma vie, la compétition. Alors, il faut se trouver des stratégies pour arriver avant tout le monde. Là, vous en avez une. Les avis pour vendre pour taxe, il y a beaucoup de monde qui agissent, il y a beaucoup de monde qui n'agissent pas aussi. Mais quand ils n'agissent pas, c'est parce qu'ils trouvent que le montant est trop petit, mais c'est une erreur. C'est le temps de commencer une relation avec le client pour le préparer à lui racheter sa propriété quand les taxes vont être payées par la banque parce que son problème n'est pas encore réglé. Parce que là, on a parlé un peu de technicité, Jacques, c'est intéressant ce que tu dis, que le gars est en retard pour taxe, la personne est en retard pour taxe, et la banque va payer les taxes et envoyer un avis de 60 jours. Donc là, c'est le côté technique. Mais qu'est-ce que ça vous donne comme indicateur une personne qui est en retard pour taxe? Elle a des problèmes, Ouais, Exact, ouais. exact, Jean. beaucoup de C'est problèmes. qu'elle a d'autres problèmes que les taxes. Oui, sûrement. Parce que les taxes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Si j'ai une maison à 500 000 $, je ne suis pas capable de payer 3 000 $ de taxes. Est-ce qu'il est possible que si on creuse un petit peu, il y a d'autres dettes ailleurs? Ben, Ouais, Jean, il y en a peut-être- l'expérience. Jean, tu en as un, je pense, dans tes mains, un dossier comme ça actuellement. Là. Actuellement, j'en ai un comme ça, et puis j'en ai déjà fait dans le multilogement. C'est-à-dire que je prenais uniquement les ventes pour taxes pour multilogement, et puis j'envoyais une lettre au propriétaire. Et puis j'avais des réponses. C'est-à-dire, sur une dizaine de lettres, c'était une réponse. C'est extraordinaire. Parce que le gars, il est pris. Donc, il faut qu'il est pris à quelque part dans son histoire. Soit qu'il a mal géré son immeuble, puis il va falloir que tu le remontes, soit qu'il n'est plus capable de s'en occuper, ces choses-là. C'est ça que ça te dit. Ça te dit que c'est un propriétaire qui est dans misère. Exact. Il est en détresse, la taxe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il est évident que si on creuse derrière, il y a plein d'autres problèmes. Donc, si on est une personne de solution et qu'on y va avec la bonne intention pour l'aider à solutionner son problème ou à garder sa maison, ben là, on va être la personne avec qui il va vouloir faire affaire et personne d'autre. Parce que l'urgence est là et le dénouement, dans tous les cas, va être un mauvais dénouement. Soit il va être vendu aux enchères, soit la banque va payer les taxes, mais ils vont mettre un avis de 60 jours. Donc, dans tous les cas, la fin n'est pas très jolie. Donc, si vous arrivez à vous immiscer dans ce moment-là, ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir être en face d'une très belle opportunité. Vas-y, Marie-Christine, tu avais une question? Oui, est-ce que vous vous attardez aux clients, aux gens en fait qui sont dans la liste pour les taxes scolaires impayées? Même Tu sais, des chose. fois, ils ont payé leurs taxes municipales, mais ils ont un solde de 3, 4, 500 $ seulement de taxes scolaires impayées. Puis moi, je me fais tout le temps la réflexion, ils ont juste été distraits, ça ne vaut pas la peine de s'attarder à ça. Mais bon, peut-être que oui, finalement. Bon, Marie-Christine, c'est vrai qu'il y en a qui sont distraits, mais il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes. Ouais. Puis, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas rencontré les clients puis posé des questions. Exact. Fait que Donc, même si c'est un petit montant comme ça, même si c'est un petit montant, comme disait Raphaël, c'est la pointe de l'iceberg. Tu vois juste un petit bout, mais tout est immergé en dessous, puis tu ne vois pas ce qui se passe en dessous. Là. Et souvent, c'est plein d'autres dettes, c'est une perte d'emploi, maladie, dépression. Il y a plein d'autres choses qui vont se cacher en arrière de ça. Là. On en travaille un justement avec Jean, on vous en parlait en deuxième partie d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a 3 000 $ de dette, la maison vaut 500 000. OK. Tu te dis comment c'est possible, je n'ai pas payé 3 000. Et au final, quand J'ai tu une autre question aussi. il y a des gros problèmes. Vas-y, Marie-Christine. Est-ce que la ville peut nous dire, avant de partir faire notre prospection, qui a réglé sa dette, qui a payé, qui n'a pas payé? Parce que, en fait, j'ai déjà fait du porte-à-porte avec une liste de personnes qui étaient affichées là, dans le journal pour vendre pour taxes. Puis, il y a plusieurs portes auxquelles j'ai cogné qui disaient « Ah, c'est beau, merci, ça a déjà été réglé. Il y a 1 semaine, 2 semaines, il y avait leur coupon. C'est leur reçu là, de la ville. Donc, moi, si j'appelle pour sauver du temps, là, si j'appelle à la ville avant de partir, est-ce qu'ils peuvent me dire à jour qui est encore en défaut? Je ne pense pas qu'ils vont répondre à tout le monde, mais dans le premier avis, dans le deuxième avis, tu vas voir qui a déjà payé. Rendu au deuxième avis, on commence vraiment à être à la fin du parti. Non, mais quand les gens ils ont payé, par contre, le temps que ça se publie, ça va être publié dans le registre foncier que l'avis de 60 jours,
L'avis a été radié. Ouais. OK. Là, je peux vous dire là, que dans Willy, dans notre base de données, là, qui va chercher les informations du registre foncier, on avait plus de 700 avis de taxes impayés. Puis là, aujourd'hui, il en reste 242. Que je sais qu'il en reste juste 242 sur 500. Donc, ces 500-là, ben, ce n'est pas ma priorité d'aller les rencontrer, mais je suis certain qu'ils ont quand même des problèmes financiers. Oui, parce que il est possible qu'ils aient trouvé la somme pour payer, mais il est possible que le problème de fond ne soit pas réglé. C'est Parce que possible payer qu'ils tout- aient emprunté de l'argent aussi de la famille et tout, il faut le rendre aussi. Là. Exact. Et ce Donc, qu'on n'a là, pas c'est dit vrai. tout à l'heure, puis je pense que quelques-uns d'entre vous ils le savent, quand on a un préavis d'exercice ou un avis de vente pour taxe, quand on va à la banque pour se faire refinancer, on a toujours un refus. Là, hein. Il ne reste pas beaucoup de solutions par la suite. Là. C'est soit vendre ou soit de financer avec un prêteur privé. Il n'y a pas beaucoup de choix. Là. Puis ces gens-là, est-ce qu'ils savent à qui s'adresser? Est-ce qu'ils savent comment choisir un prêteur privé? Est-ce qu'ils savent que c'est ça qu'ils ont comme option? Ben, la réponse, c'est souvent non. Ils ne le Non. savent pas. Là. Et Exactement. là, quand vous arrivez avec une solution pour régler un problème difficile qui va être de perdre la maison. De perdre sa maison, je pense que c'est la plus grande catastrophe qui arrive à quelqu'un. Dans la base de la pyramide, là, à part se nourrir, il y a se loger. C'est quelque chose de super important pour tout le monde. Pour vous aussi. C'est l'hiver ici, là, il fait froid. Là. On a besoin de se loger, on ne vit pas en dessous d'un pont. Là. Donc, c'est super important, les gens, de pouvoir se loger. Sinon, ben, s'ils doivent vendre la maison, ben, au moins qu'ils aient la chance, l'opportunité de vendre la maison, comme on dit souvent, nous, une vente ordonnée, c'est-à-dire de le faire de la façon optimale pour obtenir le plus de cash possible de la vente de la maison. Oui, justement, Jacques, on arrive à la moitié du temps. Donc, on va justement parler de ça parce que c'est un exemple qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, on aura une autre période de questions si vous le souhaitez. La deuxième partie de de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous parler de quelques histoires à succès. D'accord? On a pour l'habitude de dire que quand on a le bon mindset et la bonne équipe, ben, on peut faire de super belles transactions. Hein. C'est comme ça qu'on travaille. Nous, on travaille en équipe. Hein. On vous a dit au tout début. Aujourd'hui, on est là pour partager parce qu'on se rend compte que plus on partage, plus on fait de transactions. Donc, si vous êtes dans une équipe dans laquelle vous êtes là pour donner, pour partager, bah, vous allez pouvoir vous aussi bénéficier de l'inertie du groupe et faire vous aussi plein de transactions. Suite aux derniers ateliers qu'on a donnés, on a plusieurs transactions en cours. Donc, on a des personnes qui sont venues, des personnes qui font déjà partie de notre équipe. Hein. Sur cette photo, vous voyez déjà de nombreuses personnes qui font partie de notre équipe. Et il y a des personnes toujours qui viennent nous visiter, qui ont déjà des transactions en cours. Je pense notamment à Christine qui est sur l'appel. Tu as déjà quelques transactions en cours avec nous. On est en cours de les conclure. Donc, je te le souhaite. On va les conclure bientôt. Donc, on a plusieurs transactions en cours qui sont notre transactions, donc soit de sauvetage immobilier, soit de consolidation de dette, soit on en a également une pour vente pour taxe qu'on va vous parler aujourd'hui parce que c'est un petit peu la thématique de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, plusieurs transactions en cours. Donc, un grand bravo à tous les participants qui ont participé aux derniers ateliers. Et donc, on en a un justement pour vente pour taxe, qu'on va vous parler un petit peu, on va vous donner un petit peu plus de contenu aujourd'hui. Donc, un client qui a été trouvé donc, pour vente pour taxe, hein, d'accord. Donc, le client avait une dette d'à peu près 3 000 $ sur une maison qui vaut 500 000 $. Donc là, le prospecteur est allé le voir, puis là, on s'est rendu compte en qualifiant le dossier. Donc, c'est Jean qui a qualifié le dossier. Le prospecteur, c'est un prospecteur qui ne fait pas partie de notre équipe de prospection, mais qui était venu nous rejoindre à nos ateliers. Donc, on lui a montré un petit peu comment on fait. Et puis là, bah, il travaille en collaboration avec Jean. Donc, Jean a qualifié le dossier. Puis là, en qualifiant le dossier, Jean s'est rendu compte que bah, la personne n'a pas de revenu. La personne n'a pas de revenu. La personne n'a pas de revenu d'ailleurs depuis plusieurs années. Donc, elle pioche dans une sorte de réserve d'argent. Ses marges de crédit sont loadées, tout ça. Où elle arrivait à subvenir à ses besoins. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, une réserve d'argent, c'est pas un puits sans fond. Hein. Au bout d'un moment, ça s'épuise. Donc, la personne n'avait plus d'argent. Puis, elle n'a plus la capacité de payer ses taxes. Donc, ça veut dire qu'il a une maison avec une grosse équité. Je crois que la valeur de la dette est à peu près de 200 000 $ et la valeur de la maison est à peu près de 500 000. D'accord? Donc, on a une énorme équité, mais la personne n'a plus les moyens de payer sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Qu'est-ce que serait votre réaction si vous êtes face à ce type d'opportunité? Vous cognez une porte, client à défaut pour taxe, il a une dette de 200 000, la maison vaut 500, faites quoi?
l'a négocié en bon prix, puis on essaie en fait, de lui relouer temporairement, puis lui revendre lorsque ça va aller mieux pour lui financièrement. Là. Il n'a pas de revenus. Hmm. Donc, je repose la question, il n'a pas de revenus. Ben, dans ce cas-là, vérifier avec lui si lui, tout ce qu'il veut, c'est complètement vendre le tout, puis on négocie dans ce cas-là la maison avec lui. Là. Ce serait quoi qui serait bon pour lui? D'accord? On va essayer de s'oublier, nous, en tant que prospecteurs, on va faire des transactions, c'est fun de faire des transactions et faire de l'argent, mais c'est pas ça qui est important, en fait, au final. Ce qui est important, c'est de régler le problème des gens, parce que si on règle le problème des gens, ben, il va avoir le goût de faire affaire avec moi, donc là, je vais faire une transaction. C'est quoi son problème à lui et comment je pourrais régler son problème à lui? Son problème, c'est qu'il n'y a pas de revenus. OK. Son premier problème, c'est qu'il risque de perdre sa maison. Donc, il n'a pas de revenus, mais il risque de perdre sa maison. D'accord? C'est quoi qui serait moindre mal? Peut-être payer carrément sa dette en question. Ouais. Et Et après? puis, par la suite, ce serait de faire peut-être d'y donner un moyen de se refinancer. Il n'a pas de revenus. Est-ce qu'une banque prête quand on n'a pas de revenus? Non, ça c'est sûr. Exact. Mais peut-être, Raphaël, je suis en train de penser, peut-être que si, mettons, on limite sa dette, et puis c'est là, j'essaie de trouver une idée en même temps, là, mais mettons qu'on limite sa dette, puis après ça, par la suite des choses, on lui fait une proposition, mettons, de se reloger peut-être ailleurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être possible, même si la personne n'a pas de revenus, puis d'être capable d'aller chercher un certain montant X par rapport à la revente de sa maison en question, d'être capable de l'aider à rebâtir son crédit, puis à l'aider à avancer là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Mettons, d'y faire un prêt. Ouais, c'est une bonne point. Là. Tu touches un bon point. Une balance de prix de vente. Une balance de prix de vente. Pourquoi une balance de prix de vente? Explique-moi à quoi tu penses. Si tu achètes sa maison, si tu achètes la maison, moi la créance, tu lui demandes en fin de compte la différence en balance de prix de vente que tu lui mets avec un taux d'intérêt franchement inférieur qu'un prêteur privé, mettons à 6 ça lui fait un revenu, mais tu lui dis que ce revenu-là va servir en fin de compte à payer son loyer. Il conserve sa maison, puis ça ne fait pas de dépenses. Ouais. Quel est ton intérêt à toi? Acheter la propriété. Comment il s'en sort lui? Quand il va commencer à avoir des revenus, il va pouvoir commencer à te payer, tu vas pouvoir y payer ses intérêts. Donc, ça implique qu'il faut qu'il se retrouve un emploi. C'est spéculatif, mais c'est possible. Il n'y a pas grand monde qui reste sans revenus pour toute la vie, là. Non, À non, un moment donné, il va aller c'est chercher du chômage, du BS ou une job. En quelque part, évident. même si tu lui mets une toile sur la tête, il faut qu'il mange. Là. Fait que, C'est évident. Donc, oui, ça peut être une solution. Parce qu'on a d'autres idées. Je reviens avec mon location achat. Il n'a pas de revenus. Ouais, je sais, mais ouais. Et si tu lui loues, Frédéric, est-ce qu'il va te payer après? Il n'y a pas de revenus. Non, c'est ça. Puis là, actuellement, il n'a pas d'hypothèque ou presque pas. Il n'arrive déjà pas à payer ses taxes. Est-ce qu'il va te payer? Est-ce que tu veux t'embarquer là-dedans? Non. Ce n'est pas vraiment une solution. On va peut-être la donner, Raphaël, parce qu'elle n'est pas forcément évidente. C'est sûr, elle n'est pas évidente, mais celui qui touchait le plus la solution du doigt, c'est Eric. D'accord? Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait pour ce client-là, c'est qu'on va lui... Toujours l'objectif numéro 1, c'est quoi? Lorsqu'on traite un dossier, c'est toujours important de le décortiquer en niveau d'urgence. L'urgence numéro 1, moi, j'ai une date de cours, de vente aux enchères qui est le 1er juin. Mon urgence, c'est qu'il faut que j'arrête la procédure. C'est l'urgence numéro 1. D'accord? Ça, c'est la première urgence. La deuxième urgence, il faut que je permette à mon client de se sortir de cette situation. Je peux avoir deux mindsets là-dessus. Soit j'ai le mindset de profiter de la situation et je vais essayer de l'acheter la moins chère possible et puis m'en mettre plein les poches. Pas forcément la mentalité du Carrefour. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. D'accord? Soit je vais avoir plutôt un mindset de dire, bah tiens, je vais l'aider à reprendre le contrôle de cette situation et je vais quand même gagner de l'argent à faire ça. Donc, nous, dans notre cheminement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prêt. On fait un prêt. Donc, on prête, on paye toutes les dettes. Comme j'ai de l'équité sur la maison, je peux faire un prêt avec de l'intérêt capitalisé. Ça veut dire que je prends dans mon déboursé les intérêts qu'il devrait me payer pendant les 6 ou 12 prochains mois, dépendant le temps que je vais lui laisser. Pour faire quoi? Pour mettre en vente sa maison.
Parce qu'il n'a pas de revenu, il n'y a personne qui va lui prêter. Et puis, entre vous puis moi, il n'y a personne qui va lui louer. Il n'a pas de revenu. Alors oui, il va peut-être se retrouver une job. Oui, il va peut-être ci, ça. Mais quand vous allez voir un client que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'il ne travaille plus, dans son cas de figure à lui, ça fait plus de 5 ans qu'il ne travaille pas, qu'est-ce qui vous garantit qu'il va se remettre à travailler dans les 2-3 ans, dans les 2-3 mois qui viennent? Aucune garantie. Dépendant de l'historique, dans le cas de figure du client, c'est une forte dépression qu'il a eue. Donc là, on sait très bien que s'il reprend le job, il peut le reprendre, il peut le nani, il peut le nanin. Donc la meilleure solution pour lui, c'est de mettre sa maison en marché, le prix marchand, donc 500 000. Nous, on va faire un prêt de 200 000 plus intérêt payé d'avance, peut-être 250, d'accord? Et puis là, quand il va vendre sa maison dans les 3, 6, 8 mois, il va ressortir de sa maison avec 200 000 $ dans ses poches. Et là, quand on a 200 000 $ dans les poches, là, on va se payer un loyer, on se rachète du temps pour se rebâtir. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on a géré le dossier là, ce qui permet au client en fait, de limiter la casse. Dans son cas de figure, on ne peut pas l'aider à garder sa maison, on n'a aucune garantie qu'il va reprendre une activité qui va lui permettre de payer son loyer ou de lui permettre de payer son hypothèque. Oui, question? Question, Sébastien, vas-y. Qu'est-ce qui te garantit qu'il va te payer? Moi, j'ai fait un prêt avec de l'intérêt capitalisé. Ça veut dire qu'un prêt avec intérêt capitalisé, c'est que j'ai pris les intérêts au déboursé. Je vais te donner un exemple. La valeur de la maison, le solde hypothécaire est de 200 000. Moi, j'inscris une hypothèque de 250 000. D'accord? Je prends les intérêts, je prends les frais de dossier, ainsi de suite. Donc, j'ai un prêt de 250 000 qui est inscrit sur la maison. Par contre, dans mon contrat de prêt, ma condition, c'est qu'il le mette en vente avec le courtier immobilier de mon choix. Pas son beau-frère qui est courtier immobilier à part-time. Avec mon courtier immobilier de mon choix, parce que je sais que mon courtier immobilier, moi, c'est quelqu'un de bon, et il va vraiment lui vendre sa maison, il va vraiment s'en occuper. D'accord? Donc là, ce que je vais exiger dans le contrat de prêt, c'est qu'il signe un mandat avec le courtier de mon choix. S'il ne le fait pas, c'est une clause de défaut, je rappelle mon prêt. D'accord? Mais en général, le client va être collaboratif, parce que comme je vais lui présenter les choses, comme je lui ai présenté les choses, c'est comme ça qu'il va le faire. Sinon, je ne prête pas, je le laisse où il est, avec les conséquences qui vont arriver avec. D'accord? Ce qui est important de comprendre quand on fait du sauvetage immobilier, c'est qu'on aide les gens à reprendre une situation, mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition et ce n'est pas à tout prix. Si la personne ne veut pas céder elle-même, moi, je ne pourrais pas l'aider. Donc, je lui donne un cadre qui va fonctionner, un plan qui va vraiment marcher, mais il faut qu'il marche dans les conditions. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sébastien? Oui, merci. Good. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce type d'exemple? Quand on fait, excuse-moi, quand on fait cet exercice-là, à ce moment-là, il faut aviser la banque, comme quoi qu'on devient. Oui, en fait, tu vas faire chercher le notaire, ça veut dire que tu vas faire tu fais un prêt privé, au passage. Tu fais un prêt privé, donc en général, tu vas payer la dette de la banque. Okay. Tu es obligé de payer les dettes au complet. Il faut que tu payes toutes les dettes. Parce qu'en fait, il faut que tu prennes le contrôle du dossier. OK, parfait. Moi, je prendrais la banque aussi parce que comme il y a eu un défaut de paiement, la banque, ça se peut qu'elle ait déjà enclenché dans son processus une prise en paiement ou un avis de prise en paiement ou un avis de vente sous contrôle de justice. Vous ne voudrez pas être obligé de refaire les choses. Parce que je préfère de prendre tout. Comme ça, je sais que je suis en premier rang et je n'aurai pas de mauvaise surprise. On règle toutes les taxes municipales, les taxes scolaires, on s'assure que tout est beau. Comme ça, je n'aurai pas de surprise par la suite. Exactement. En fait, en faisant ça, ça va être plus facile pour la revente aussi de la maison en question aussi. Ça va être, il n'y aura pas, vu qu'il n'y aura plus d'effet surprise, que tout va être clairé d'un coup, ça va être beaucoup plus simple par la suite des choses, j'imagine. Il n'y a plus d'urgence, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de date butoir où la maison va être vendue aux enchères. Il y a une date butoir sur le contrat qu'on a fait au client. Bien entendu, on s'est entendu avec une date de vente butoir, d'accord? Mais au moins, ça laisse le temps. Ça laisse le temps de l'inscrire, laisse le temps peut-être à faire un petit peu le ménage ou faire peut-être de petites affaires pour la rendre plus jolie, pour qu'il puisse la vendre dans le meilleur prix. Puis toi, en tant que prospecteur, tu as fait une transaction parce que tu as fait un prêt privé. Donc, tu as prêté ton argent, tu as fait des choses qui sont intéressantes. Donc,
et tu as réglé le problème à quelqu'un. Ouais. Tu as réglé son problème, donc tu lui as aidé à prendre le contrôle de sa situation, donc il va te faire confiance à toi. Quand la plupart du marché va essayer d'acheter la maison le moins cher possible, ce qui ne règle pas le problème du client. Parce que ce qu'il va faire le client, c'est qu'au lieu de vouloir lâcher une maison le moins cher possible, eh ben, il va se débattre dans tous les sens pour essayer de la refinancer ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la garder. Mais c'est capable de lui expliquer pourquoi il ne peut pas la garder et c'est quoi la meilleure solution pour lui, pour qu'il puisse en sortir avec la meilleure des conditions. Bah là, il va avoir envie de faire affaire avec toi. Et imaginez que si vous lui laissez 6 mois, vous réglez la situation, vous réglez 6 mois, puis vous lui dites au bout de 6 mois, si on n'a pas trouvé un acheteur, je vais te l'acheter à 80% de sa valeur, par exemple. Ben, peut-être que c'est vous qui allez l'acheter à rabais au bout du compte. Vous allez toucher des revenus pour avoir fait un prêt, pour vendre la maison, ou peut-être pour l'acheter, que ça devient intéressant. Là. Parce que sinon, ben, vous faites comme tout le monde, vous avez le même chemin que tout le monde, la même compétition, puis je ne sais pas pourquoi ils vont vous choisir vous plutôt qu'un autre pour vendre la maison, mais c'est sûr que si c'est moi qui passe, ou un de nos affiliés ou Raphaël qui passe, on va vous couper le chemin, là, ça c'est clair. Donc, il faut répondre à un besoin difficile d'un client, lui trouver une solution pour qu'il conserve son patrimoine, puis qu'il accepte de faire affaire avec vous et qu'il vous écoute. Et que vous développez une relation de confiance avec. C'est les plus belles transactions que vous allez faire. Vous en faites quelques-unes comme ça par année, puis vous gagnez très bien votre vie. Oui. Absolument. Super. Bon, il reste encore un petit peu de temps. J'aurai quelques informations à partager, mais il reste quand même un petit 5 minutes si vous avez des questions. Puis ensuite, on va terminer. J'aurai quelques informations à vous partager avant de terminer la rencontre d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a encore une dernière ou une ou deux questions? En fait, moi, j'en avais peut-être une. Tu sais, Raphaël, quand vous faites, ben Jacques, quand vous faites ce genre de règlement-là, est-ce que vous êtes souvent 2 personnes pour le faire? Est-ce que c'est plus facile quand vous êtes 2 personnes pour régler, pour voir tous les détails puis régler ce problème-là du client? Ou ça se fait assez bien quand même seul? Ou c'est toujours mieux, d'après moi, à 2? Bah, en fait, nous, Eric, si tu nous suis depuis un petit moment, nous, on travaille toujours en équipe. Ouais, Voilà, c'est ça. pour ce dossier-là particulièrement, Ouais, c'est un prospecteur qui ne travaille pas avec nous. D'accord? OK. Il nous a emmené ce dossier-là parce qu'il ne savait pas trop quoi faire avec. Mhm. Là, c'est arrivé dans les mains de Jean, où Jean sait comment qualifier le dossier. Donc, il a récupéré toute l'information. Et là, c'est arrivé sur ma table à moi. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, bah, je pense à ça. J'interroge toujours Jacques parce que Jacques est très, très, très créatif. Et c'est le puits de connaissances. Donc, il a plein de connaissances que des fois, moi, je ne pense pas. Et puis là, dans un chemin comme celui-ci, tu vois, il y a plusieurs intervenants à l'intérieur. Bah, on trouve des solutions en équipe. Et ça permet de faire une transaction à plusieurs. Ah, OK, non, c'est ça qui est bien. Oui, effectivement. Et donc, dans ce cas de figure-là, il va y avoir Leïla qui va être, elle n'est pas là aujourd'hui, mais il va y avoir Leïla qui va être impliquée. Leïla, c'est le courtier immobilier qui est dans notre équipe. C'est elle qui va inscrire la maison pour faire la vente. OK, excellent. Tout le monde fait une transaction. D'accord? Tout le monde profite de la transaction et le client a un niveau de prise en charge qui est très important. Il n'est pas tout seul, là, il a une équipe qui s'occupe de lui vraiment. Ah, ben c'est ça, je pense que ça aide aussi pour rassurer les clients comme ça qui sont vraiment mal pris. Ça le rassure. Ça le rassure. De deux, ça lui donne du cadre. Et de nous, en termes de confort de travail, tu disperses ton temps. Oui, tu partages tes profits. Oui. Mais tu disperses ton temps. Ça veut dire que ce n'est pas Jacques à 100% qui s'en occupait, ce n'est pas Raphaël à 100% qui s'en occupait, ce n'est pas Jean à 100% qui s'en occupait, ce n'est pas le prospecteur à 100% qui s'en occupait. Chacun fait sa petite partie et ça te permet, dans ton pipeline, on parlait au tout début de faire des transactions à répétition, d'enclencher plein de transactions, d'en faire plusieurs dans le même mois. Tu comprends? Oui, tout à fait. C'est ça qui fait aussi, c'est une belle équipe. Parce que lorsque tu travailles comme ça et que tu as plusieurs transactions qui sont enclenchées, s'il y en a une qui ne se fait pas, ce n'est pas grave. Tu en as plein d'autres d'enclenchées. Exact. Mais tu essaies de tout faire tout seul et qu'au final, la transaction ne se fait pas, tu as perdu tout le temps que tu as investi dans cette transaction. Ouais, là, ça fait pas mal plus mal.
Tu comprends? Parce que ça arrive, hein, même nous, ça nous arrive encore. On a des fois des clients, on investit du temps dedans et puis finalement, boum, la transaction ne fait pas. En dernière minute, on se rend compte de quelque chose ou malheureusement, on envoie une évaluation, boum, ça ne sort pas à la valeur et puis finalement, on ne peut pas prêter, on ne peut pas acheter, on ne peut pas faire des choses. Donc, si tu as mis 27 jours à faire la transaction et le 28e jour, tu te rends compte que tu ne la fais plus, bah, tu as perdu tout ton mois. D'accord? Si tu Exactement, ça mets fait bien. en plein de transactions, bah, s'il y en a une ou deux qui ne marchent pas, bah, tu en as 8 autres qui vont fonctionner. Ça fait une sacrée différence, effectivement. C'est ça notre mentalité qu'on a, nous, pour travailler en équipe. On préfère faire des petits morceaux de transactions et avoir des morceaux de revenus à l'intérieur. Mais l'avantage, c'est que ça te fait un volume qui est toujours constant. Ça te permet d'avoir des revenus qui sont réguliers. Ah, c'est intelligent. Excellent. Raphaël, tu me laisserais-tu comme 2-3 minutes juste pour que je puisse présenter Willy rapidement, là, juste Vas-y. un super survol du survol, là. J'ai la permission? Mais je t'en supplie. Est-ce que les autres, ils sont d'accord aussi? Voilà. On est tous d'accord. Vous êtes d'accord, vous êtes bien fin. Vous êtes bien fin. Là, je vais vous mettre mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ici? Hein? Pas ton bureau. Non, mais là, vous devez voir mon écran. Exact. Oui. Bon. Oui, on le voit. Bon, alors, ce que vous allez trouver là-dedans, là, il y a 200, je vais vous les montrer, là, il y en a 200, il y en avait 242 tout à l'heure, ça ne devrait pas avoir trop changé depuis tout à l'heure. On a 242 dossiers ici, puis ceux-là, c'est tous des dossiers qui, pour l'instant, il n'y a pas de radiation dedans. Et ce que ça nous permet, le logiciel, c'est d'identifier les propriétaires qui en ont deux maisons. Là, ici, je vois Carole Leroux, là, qui a deux propriétés là, qui sont en vente pour défaut de taxes. Puis c'est la ville de Longueuil, ici, c'est la ville de Longueuil qui les vend. Puis j'ai le numéro d'inscription, puis j'ai le notaire qui a fait la transaction. Ça nous permet d'identifier rapidement les clients qui pourraient devenir nos clients, en fait. Puis ça va aussi nous permettre d'identifier ceux que ça vaut plus la peine d'aller rencontrer que d'autres. Comme ici, j'en avais un tout à l'heure, je pense qu'il y en avait, je ne sais pas combien, il y en avait 7-8 propriétés. Alors, ça vous permet, quand vous allez en voir un, là, on a les acteurs ici, là, ben, on a celui-là qui en a deux, c'est une compagnie. Puis après ça, on avait M. Beta ou Mme Beta ici qui en a deux. Puis, je suis capable au moins de cibler rapidement quand je vais en voir un, mais je sais qu'il y a un super gros problème. Alors, notre logiciel, il permet justement d'aller chercher les données du registre foncier. On va lire cette information-là, on va interpréter ce qui est dans les fichiers, dans les actes. On extrait de l'information là-dedans, c'est tout automatisé avec notre robot. On met ça dans notre base de données, puis après ça, ça nous permet de faire des analyses pointues, puis de trouver des clients en fonction du type de travail qu'on veut faire. Ça peut être les successions, les avis de 60 jours, les préavis d'exercice, les ventes du contrôle de justice, les ventes pour défaut de paiement, les préavis de vente de paiement pour impôts fonciers. Tout est là. Alors, ça vous permet de travailler efficacement sur quelque chose. Si vous allez sur mon prospecteur, vous allez surtout avoir les préavis d'exercice, les successions, puis les avis pour non-paiement, tandis qu'avec notre logiciel, on a vraiment tout. Et ça permet de vraiment cibler le client, s'assurer de le rencontrer avant qu'il soit en défaut de paiement, de le rencontrer, puis de savoir qui vend quoi et quelle propriété qu'il a, et d'arriver là-bas déjà avec une pré-solution. Alors, c'est ce qu'on vous offre. Quand on fait l'atelier, on vous explique comment approcher les clients, comment répondre aux objections, puis comment vous asseoir à table pour lui faire des propositions de solutions qui vont répondre à son problème. Voilà. Super, merci, merci Jacques, c'était simple et efficace, donc c'est parfait. Bon, on arrive vers la fin de notre rencontre, donc j'espère que vous avez aimé la rencontre d'aujourd'hui. Donc on se réunit toutes les 2 semaines, hein, au même lien Zoom. Normalement, vous êtes inscrit sur une liste, donc vous recevez des rappels. Donc je vous invite à vous connecter. La prochaine rencontre, c'est le 17 mai à 11h50, donc au même endroit, sur Zoom. Je vous rappelle également les 2 prochaines dates pour l'atelier, ceux qui sont intéressés de venir voir ce que l'on fait. Donc le 16 mai et le 13 juin à l'Université Sherbrooke de Longueuil. Si c'est quelque chose que vous intéresse, regarde, vous avez un petit lien de réservation ici qui est carrefourimmobilier.ca/calendrier. Attention, c'est limité à 15 personnes. Il y a déjà au moins une dizaine de places qui est réservée pour notre équipe. Donc, en gros, il y a peut-être 4-5 places qui sont disponibles.
D'accord? Donc, vous l'avez compris, on a parlé de logiciels, on a parlé d'avis pour taxes, on a parlé de plein de choses, mais en gros, bien prospecter, c'est régler des problèmes. Ok? Si vous réglez le problème de votre prospect, eh ben, il va être intéressé à faire affaire avec vous et à personne d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, oubliez-vous dans la prospection. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'objectif dans la vie, mais si vous vous focussez à régler les problèmes des gens, ben, ils vont faire affaire avec vous, donc vous allez faire des transactions. Donc, je vous laisse avec une petite citation qui sort de mon imagination, mais que j'aime beaucoup répéter. C'est de ne pas choisir tes activités en immobilier par rapport à l'argent que tu vas gagner, à l'argent que tu vas faire. Hein, d'accord? Choisis tes activités en immobilier par rapport à l'impact que tu vas avoir sur la vie des gens, donc régler des problèmes. Okay? Et bah, si tu as de l'impact sur la vie des gens, tu vas gagner de l'argent. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne prospection, de bonnes ventes. Puis j'ai hâte de vous voir bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne journée. Bye bye.